Bonjour, nous sommes le vendredi 8 octobre 2021, encore un mois qui court très vite parce que on n'a pas vu passer ces 8 jours du mois d'octobre. Pour vous dire que le temps passe très vite pour voilà, pour certains mois. J'en ai aucune raison pourquoi. La raison pour laquelle certains mois courent plus vite que d'autres. Mais en tout cas, voilà, on est déjà le 8 octobre. J'ai pas fait attention à ce mois d'octobre. On est déjà au 8, le 8, mais tant pis. C'est comme ça, c'est comme ça. On n'a pas profité voilà, voilà, d'un arrêt de temps, mais c'est comme ça. On ne sait pas arrêter le temps et parfois il paraît aller plus vite qu'à d'autres moments. Alors, pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, bon, il y a une clarté quand même qui est euh, assez représentative de la journée d'hier, puisqu'on a eu cette même clarté. D'ailleurs, on pouvait sortir à sa guise pour la journée d'hier parce que c'est venu rétablir, c'est venu, la journée d'hier est venue rétablir un certain équilibre par rapport aux journées précédentes où on a eu de fortes pluies. Et voilà, un petit peu, on a eu du vent et voilà, le ciel était sombre. Mais ici, maintenant, on a une clarté, c'est très bien. On peut de nouveau participer à des activités extérieures ou, euh, et ça depuis hier, parce qu'en fait, voilà, le temps s'est remis à une certaine forme de normalité où on peut euh, réaliser voilà, toutes sortes de tâches en extérieur ou voire même pratiquer des hobbies, euh, encore une fois, en extérieur pour profiter de ce mois d'octobre. Donc, pour l'instant, pour vous dire que ça semble une journée très correcte parce que bon, elle est agréable pour un mois d'octobre, bien sûr, dans le contexte d'un mois d'octobre, bien sûr. On n'est pas en été, donc il fait bon, mais il fait bon pour le mois d'octobre, pas pour, c'est pas une journée estivale, hein, loin de là. Bon, ceci étant dit, je vais vous voir ici une vidéo très importante qui est ce qu'on appelle la recherche d'un point de percée. Bon, tout d'abord, il y a cette notion de point de percée, le point de percée. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est en premier abord? Qu'est-ce que le point de percée? Mais après, quand on sait ce que c'est que le point de percée, et puis il faut bien sûr établir des recherches de ce point de percée. Et bien sûr, ici, ce sera surtout et avant tout la recherche de points de percée, hein. Parce que la définition va être vite faite. La mise, la- je mettrai en place les éléments et puis ça va être vite fait. La mise en place d'éléments, c'est toujours les mêmes éléments qui seront mis en place, mais c'est surtout la recherche de points de percée qui attire mon attention ici euh, dans le cadre de ce sujet, dans le cadre du sujet ici abordé, ben c'est ce qui va vous attirer plus l'attention, c'est la recherche du point de percée. Parce que le point de percée peut être défini très facilement une fois pour toutes. Et puis après, bon, la recherche n'est pas toujours la même. Quoique bon, la méthode, il y a une méthode. La recherche de points de percée, bien sûr, est basée sur une méthode. Et la méthode, bon, est praticable dans différents contextes. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je dis que c'est pas toujours la même. Oui, c'est toujours la même méthode, mais la pratique n'est pas toujours la même en fonction du solide que l'on a en présence. Donc on a le point de percée. Vous savez ce que c'est qu'un point de percée, ben, il faut faire la recherche de point de percée et bien sûr suivre ce qu'on appelle une méthodologie. Il y a une méthode pour rechercher le point de percée. Ça ne se fait pas au pif. La recherche n'est pas une recherche au pif. Alors les recherches au pif sont les plus difficiles, hein, je vous le dis tout de suite. Quand il y a une méthode, il suffit de suivre une méthode. Mais quand c'est une recherche au pif, je vous prie de me croire que c'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, les travaux de recherche, bon, dans un premier temps, bon, euh, dans un premier temps, on peut partir au pif, hein, bon, aller sur différents cheminements qu'on ne connaît pas, je veux dire, voilà, ce qui découle en finalité d'une recherche, ben, on choisit plusieurs chemins. Et justement, ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu du pif, hein, bon, choisir différents chemins. C'est bon, quel chemin choisir, on ne sait pas lequel. Le problème, parce on recherche. Quand vous recherchez, vous savez pas où vous allez. Donc vous allez un petit peu au pif. Et ça, c'est compliqué parce que bon, il y a différents chemins voilà, qui peuvent s'ouvrir, mais euh, toutes les portes ne sont pas forcément les bonnes portes. Donc certains devront être fermés pour en ouvrir d'autres. Bon, ça, c'est des recherches au pif.
Bon, le pif peut ramener, bien sûr, recherche tout azimut peut te ramener, bien sûr, sur une recherche plus constructive, hein. On fait une recherche au pif au départ, et puis après, elle peut être construite, basée sur votre propre, voilà, porte ouverte, hein. Bon, ceci étant dit, c'est une parenthèse que je fais. Bon, alors, pour ça, point de percée, bon, je vous rappelle que c'est un point. C'est difficile de définir un point, je vous l'ai toujours dit. Je l'ai encore vu, j'ai encore fait une vidéo hier sur la géométrie dans l'espace. Et bon, pour vous dire que le point, c'est très difficile à définir. Alors, moi, je le définis le point comme étant intersection de deux droites. Mais quand on veut définir euh, deux droites séquentes, se coupe en un point. Voilà, donc il faut des 1, des 2. Ça veut dire que, bon, le problème, c'est qu'ici, c'est que la droite se définit par un ensemble de points. C'est ça qui est un problème, c'est que oui, c'est un ensemble de points alignés, mais le problème c'est que la droite est définie comme ensemble de points, alors que je définis le point comme intersection de deux droites. Bon, c'est un petit peu embêtant, mais je n'ai pas trop de, voilà d'options pour définir ce qu'est une droite. Donc, je m'en tiendrai à ça. L'intersection de deux droites forme un point. Alors, si vous allez voir les définitions qui sont proposées voilà, dans des dictionnaires, ben, la définition n'est pas bonne, je vous le dis tout de suite. Bon, c'est une définition qui se suffit à elle-même, mais elle n'est pas propice à être, voilà, à être précise. Elle n'est pas précise, mais elle est suffisante avec elle-même, à elle-même. Bon, mais elle n'est pas précise. Allez la voir, vous allez voir qu'un point c'est très difficile à définir. Bon, on peut dire qu'est-ce que c'est qu'une entité? Qu'est-ce qu'une c'est une unité de base? Bon, de la géométrie, c'est une entité, une entité simple, on va dire, une unité de base de la géométrie. Bon, c'est flou, hein, ça reste flou tout ça. C'est difficile de définir, comme je vous l'ai dit. Donc je suis obligé de partir à partir des droites, alors que la droite est définie par des points. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Bon, ceci étant dit, euh, le point de percée. Bon, un point, ça veut dire qu'on a un point. Bon, par exemple, l'intersection de deux droites, ça forme un point. Voilà. Bon, on a un point, mais il perce. Il perce quoi? Le problème, parce que quand on dit percer, c'est que percer, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a ce point est percé par un objet. Ce point est le fruit du percement d'un objet dans un autre. Donc il faut deux autres objets. Puisque on a un point, ce point constitue ce qu'on appelle un point de percée. Ça veut dire qu'il y aurait un objet de l'espace qui viendrait percer un autre objet. Percer, ça veut dire, bon, on a quelque chose qui va traverser. Il va traverser. Donc, avant, il y avait quelque chose qui ne traversait pas, l'objet ne traversait pas, et après, bon, il le traverse. Ça veut dire qu'il va se situer de part en part. Mais de part en part de quoi? Ben, quels sont les objets? Ben, le premier objet, bien sûr, vous aurez compris que c'est une droite. C'est une droite qui va agir comme, on va dire, une espèce de trajectoire. On a donc un objet de l'espace. Donc aussi, je suis en plein dans la géométrie dans l'espace, hein. Donc je suis dans la géométrie spatiale, spatiale pure. Donc n'allez pas me parler de repères orthonormés, n'allez pas me parler de vecteurs, n'allez pas me parler de voilà de formules de la géométrie analytique dans l'espace, parce que ici, ne me parlez pas d'équations, hein. Bon, tout ça à bannir. On n'est pas en géométrie analytique dans l'espace, ni en géométrie vectorielle dans l'espace. Donc tout ça, c'est à bannir. Alors, c'est pour ça que les définitions, encore faut-il les mettre à la sauce sans faire intervenir le vecteur, des vecteurs. Voilà, parce qu'on peut définir une droite par l'intermédiaire euh, euh, de vecteurs, oui, mais maintenant, si on est dans géométrie spatiale, ne me parlez plus de direction, c'est un ensemble de points alignés, c'est tout, hein. On va définir ça comme ça, parce que là, on ne parle pas de vecteurs, hein. En géométrie spatiale, je ne parle pas de vecteurs ici, c'est de la géométrie spatiale pure, hein. Voilà, donc en géométrie spatiale, bon, ce qu'on a, c'est qu'on a l'espace, géométrie spatiale. Et bien sûr, on a des objets dans l'espace, l'espace étant le support qui va contenir des éléments tels que, par exemple, le point, une droite. Une droite, avec une droite, on peut faire des segments, hein. Avec une droite, on peut faire une demi-droite aussi. On peut avoir une demi-droite. On peut faire des segments, une demi-droite, on peut avoir des plans. Avec ces segments, ben, je peux faire des arêtes, et puis avec ces arêtes, je peux faire ce qu'on appelle des solides. Bon, des solides soit de révolution, des polyèdres, et tralala, toute la famille qui existe
de solide. Et puis on peut faire tout et n'importe quoi, parce qu'à partir d'un point, on peut dessiner ce qu'on veut. À partir de lignes, bien sûr, à partir de points, je peux dessiner des lignes, et les lignes peuvent, si elles sont si c'est une ligne droite, ben on a une droite. Si c'est une ligne courbe, on a des courbures, hein. Voilà, on a toutes sortes de courbures. On peut dessiner ce qu'on veut dans l'espace, hein. Je parle dans l'espace, parce que je suis pas dans le plan. Alors on peut définir ce qu'on veut dans l'espace. Donc la géométrie dans l'espace, bien sûr, elle va étudier les propriétés de certains solides. Voilà, euh, elle va étudier beaucoup de choses, la géométrie dans l'espace. Beaucoup de choses. Bon, on peut retourner sur le problème des distances, hein. On peut faire des calculs de distance en géométrie analytique dans le plan, enfin dans la géométrie analytique dans l'espace, mais on peut calculer aussi des distances sans faire intervenir, voilà, un repère et des équations. Il y a moyen de calculer des distances. Donc on peut calculer des distances en géométrie spatiale, sans aucun problème. Des longueurs, des distances, tout ce qu'on veut. Sans passer par la géométrie analytique de l'espace avec des équations, qui sont relatives bien sûr à un repère orthonormé en géométrie analytique dans l'espace. Parce qu'ici c'est géométrie pure spatiale. Donc il n'y a pas d'équation, il n'y a pas de repère, il n'y a pas d'équation. Donc voilà, il faut s'arranger pour aller chercher des calculs qui sont basiques, relatifs à la géométrie. Pour calculer des longueurs, des distances, être à là. Bon. Et donc, voilà. Donc on a ça. Donc, qui dit point de percée dit une droite qui va agir en tant que voilà, une espèce de trajectoire, voilà, ou d'objet qui va venir percer quoi, ben, un plan. Un plan. Donc on a besoin de quoi, ben, les données, c'est qu'on a besoin d'une droite et d'un plan. C'est la base pour rechercher ce qu'on appelle un point de percée. Alors dès le moment où vous savez où la droite perce exactement le plan, eh bien, là, vous avez trouvé ce qu'on appelle le point de percée. Et donc, ce qui est vu devant le plan étant très continu, et ce qui n'est pas vu, puisqu'il est derrière le plan, ben, sera en trait interrompu. Après, il y a encore une partie qui apparaît, hein, parce que après, ici, c'est visible. Hein. Tout ceci, c'est une partie visible. Donc, c'est un trait continu. Ce qui n'est pas visible, ben, voilà, là, c'est derrière le plan. Voilà, mais là, on a passé le plan. Donc, c'est visible, ceci. Ça c'est visible, c'est parce qu'on a avant le plan. Ça c'est visible parce que c'est la partie visible après plan. Et ça c'est la partie non visible après plan. Donc il y a un avant-plan et il y a un arrière-plan. Il y a un avant-plan et un arrière-plan. Voilà. Donc on a un avant-plan et un arrière-plan. Alors, l'objet, ici c'est bien sûr l'objet de cette vidéo est la recherche de points de percée. Donc comment rechercher le point A? Comment rechercher le point A? C'est d'instituer une méthode. Alors, je viens de vous dire qu'il faut des données. On part sur des données. Quelles sont les données? On a, on va donner, les données sont, on a la présence donc d'une droite que j'appelle D et la présence d'un plan que j'appelle pi. Voilà, donc on a une droite et un plan. Donc on a une droite D et un plan pi. Voilà. Donc je vais indiquer tout de suite. Voilà, on a une droite et un plan pi. Donc ça c'est la première chose qu'il faut pour avoir il y a l'existant ici est basé sur ces données. On a des données de départ, toujours. Alors ces données, c'est la droite et le plan. Alors, vous allez me dire, ouais, mais si on recherche quelque chose, c'est qu'il y a une inconnue. Alors, quelle est cette inconnue? Ben, je vais le mettre tout de suite. L'inconnue, il n'y en a qu'une seule ici. On a des données et une seule inconnue. On recherche qu'une seule chose. Voilà, c'est la recherche du point de percée. Bon, mais la vraie inconnue, ben, c'est pas tout simplement rechercher le point de percée. C'est, si on veut être plus précis, c'est la recherche du point de percée A, que j'appelle A, qui est le point de percée.
de la droite D dans le plan pi. Voilà, c'est plutôt ça. Pour être plus précis, c'est exactement ça. C'est ça qu'on recherche. Voilà. Et c'est toujours, quand on vous demande de rechercher un point de percée, ce sera toujours ceci. Ce sera toujours ça. Donc on donne une droite et un plan, et on a l'inconnu, une seule inconnue qui est toujours le point de percée. Alors maintenant, le problème, on a des données, oui, on a une inconnue, oui, à rechercher, mais maintenant il faut la solution. Il faut la solution. Donc on va établir la solution, mais la solution va être établie sur base d'une méthode. La solution, justement, c'est la méthode pour rechercher, la méthode de recherche du point de percée. Voilà, ça c'est la solution. La solution, c'est la méthode du point de recherche. Enfin, c'est la méthode de recherche du point de percée. Et justement, cette vidéo, c'est ça, c'est la recherche du point de percée. Donc, on va comment va être basée la solution? Mais la solution va être décrite par l'intermédiaire de propriétés de l'espace. Propriétés de l'espace. Bon, c'est surtout ça. Alors, quelles sont les propriétés qu'on va utiliser? Ben maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'abord voilà, une mise en place. On va faire une mise en place. Donc, je vais mettre maintenant les données, bien sûr, représentées au niveau spatial. Je vais mettre... et puis, on va regarder la méthode. On va regarder la méthode. Alors, on a un plan. On a un plan qui est donné. Et on a une droite. Pour l'instant, je ne mets pas de pointillé, parce que voilà, les pointillés, je ne connais pas le point de percée, donc le problème, pour trouver la solution, il faudrait tourner le problème à l'envers. Voilà. Donc on a un plan qui est pi. Ça, ce sont les données. Hein. Pi, et j'ai la droite D. Alors, normalement, on devrait avoir chercher le point A qui perce. C'est le point où la droite perce le plan. Alors, comment faire pour trouver ceci? Bon, la première des choses, c'est d'inclure la droite dans un plan. Bon, alors, 1, je vais l'écrire parce que c'est fondamental, la méthode est fondamentale parce que c'est toujours la même chose. Donc, bon, je vais refaire une page et indiquer les étapes. La première des choses, c'est d'inclure la droite dans un plan. Bon, sachez qu'ici, dans un premier temps, je vais le faire en français, mais après, c'est fini. Je ferai une écriture mathématique. Bon, ici, je vais faire l'écriture en français et en mathématiques, et puis, petit à petit, je vais bannir l'écriture en français. Donc, dans un premier temps, je dirais, considérons une droite D et un plan pi. Alors, voilà, considérons, on donne, je dirais plutôt, on donne un plan pi et une droite D. Et on recherche le point de percée qui est A. Je vais l'appeler A, le point de percée. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. A est le point de percée de la droite D dans pi. Donc, je recherche A. Je le dénomme déjà dès maintenant A. Ce sera A. Donc, on sait bien que la droite, c'est D. Le plan, c'est pi. Et le point de percée, ce sera A. Alors, je vais considérer justement ici. C'est une construction. Hein. Donc, parce que elle n'était pas existante, ça là. Considérons un plan alpha qui contient la droite D. Donc un plan alpha contenant la droite D. Bon, alors
je vais noter ça. Donc on a, considérons un plan alpha contenant la droite D. Donc, si, ça, je pourrais écrire ceci comme ça. Alors, le plan alpha, il n'existait pas. Il n'existait pas. Donc, c'est un plan que je crée. Donc, je crée un plan alpha. Voilà. Ce plan alpha, c'est ce qu'on appelle un plan auxiliaire. C'est la création d'un plan auxiliaire. Donc, il est choisi. Parce que quand je dis considérons, ben, ça veut dire que je choisis un plan qui contient la droite D. Alors, elle a une direction, hein, ce plan. Bon, alpha, il a une direction. Bon, il y en a, par une droite passe une infinité de plans, je vous le dis tout de suite. Hein, pour le, voilà, voilà, par une droite passe une infinité de plans. Il y a une infinité simple de plans qui passe par une droite. Bon, il y a encore, on sait faire tourner un plan sur une droite. Voilà, c'est pour ça que je dis considérons, on va en choisir un parmi tout cela. Alors, dès le moment où vous choisissez ce plan-là, ce qu'on appelle un plan auxiliaire, d'ailleurs, je vais le marquer. Donc, alpha est un plan auxiliaire. Alpha est un plan, ce qu'on appelle un plan auxiliaire. Donc, vous serez toujours amené à construire ce qu'on appelle un plan auxiliaire. Parce que, pourquoi auxiliaire? Parce qu'il n'était pas là. Hein. C'est pas une donnée, ça. C'est vous qui le choisissez. C'est vous qui le fixez. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer en faisant ça? Ben, il va se passer beaucoup de choses. La première, c'est que D, ben, vous avez choisi le plan auxiliaire pour que D soit inclus dans alpha. Mais, qu'est-ce qui se passe? Le point de percée, vous savez très bien que le point de percée est un point de la droite. C'est un point de la droite, le point de percée. Bon, pour l'instant, je mets un peu n'importe où, mais voilà, il peut être situé là, 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 là. Mais une propriété va faire en sorte qu'elle va se situer exactement là. Et vous allez voir quelle est la propriété. Donc je place déjà où il devrait se situer, ce serait là. Donc quelque part. Donc qu'est-ce que je peux dire là-dessus? En fixant le plan auxiliaire, il va se passer quelque chose d'intéressant. Donc on sait bien que le A, la droite appartient, enfin le point appartient à la droite. Donc, bon, j'aurais pu dire A est inclus dans la droite, hein, ça se dit aussi. Bon, je ne reviendrai pas sur le débat que j'ai fait sur une vidéo précédente, par syllogisme. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ici, ce serait le singleton A, voilà, qui est inclus dans la droite D, alors que là, on a un singleton d'éléments, alors que là, c'est un élément de singleton. Voilà, je ne reviens pas sur le débat, mais généralement, quand on met une droite et un plan, mais généralement on écrit appartient, mais c'est vrai que les deux, il n'y a aucune équivoque possible. Enfin, il n'y a aucune. Voilà, il n'y a que les grammairiens qui peuvent donner des distinctions, mais ici c'est indifférent. L'écriture est indifférente. Mais les grammairiens, dans les syllogismes, peuvent dire ouais, bon, c'est un singleton d'élément ou un élément de singleton par rapport à un syllogisme, par rapport à des propositions données. Voilà, on vous donne des propositions qui ramènent à la même conclusion. Mais certains grammaticiens peuvent vous dire bon, là, il y a une distinction. C'est un singleton d'élément ou un élément de singleton. Bon, mais en général, on peut dire que bon, que le syllogisme va faire en sorte qu'on a une même conclusion. Donc, ce serait indifférent d'écrire une écriture d'un côté ou de l'autre. Donc ici, je vous ai montré que par tous les hommes, je peux revenir sur cet exemple-là. Bon, je vais vite le faire ici, comme ça, bon, c'est comment est-ce qu'on appelle ça, une parenthèse que je fais. Si je dis Socrate pris comme une entité, hein. Socrate, c'est un homme, il est tout seul. Hein. Voilà, il n'y a pas 36 Socrates, c'est Socrate, monsieur Socrate. Voilà, c'est Socrate avec son nom de famille, voilà, un tel Socrate. Il est tout seul, c'est un unique. Alors, Socrate appartient aux hommes. Les hommes sont mortels. Et donc, là, on peut conclure quoi? D'après la proposition 1 et 2, ben, que Socrate appartient aux
mortel. Alors, je peux avoir une autre proposition. Socrate est inclus dans les hommes sont inclus dans les mortels, et voilà, ici on a l'inclusion. Et là, le syllogisme fait en sorte qu'on peut utiliser soit appartenant ou inclus. Bien sûr, il n'y a pas quelqu'un un grammaticien qui va venir, ouais, il peut le faire, hein, dire bon oui, mais là on a pris, c'est différent, il peut faire une distinction. Si on précise le sens, si on précise un sens, on peut faire une distinction. Mais si, on peut écrire indifféremment. En gros, il n'y a pas voilà, de distinction, on peut écrire indifféremment. Mais certains grammaticiens peuvent faire une distinction. Alors, où est la distinction ici? Vous allez me dire, ouais, c'est le même. Non, non, c'est pas le même, parce qu'ici, c'est, euh, on a un élément unique. Là, les hommes, c'est un groupe. Alors, là, c'est un élément unique parce que c'est Socrate, là, c'est un groupe. Alors là, les hommes, c'est un groupe. Et là, c'est un groupe. Donc là, il n'y a pas de confusion possible parce que un groupe dans un groupe, on a un ensemble est inclus dans un ensemble. Ça, c'est tout à fait normal. Donc ici, c'est tout à fait normal qu'on ait l'inclusion. C'est tout à fait normal qu'on ait l'inclusion. Hein, ici. Bon, parce qu'on a les hommes, c'est un groupe. Hein. Par contre, Socrate, c'est une unité. C'est une entité. Oui, mais le problème, c'est que euh, la conclusion, elle est la même, mais avec des symboles différents, oui. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est l'entité ici, l'entité numéro 1 qui fait la différence. C'est l'entité numéro 1. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ici, quand je prends appartient, mais ça devient appartient. Voilà. Bon, quand il s'agit de groupe homme, c'est normal que je mette inclus. Hein. Il n'y a pas d'équivoque possible pour homme inclus dans les mortels. Parce que les mortels, c'est un groupe. Et homme, c'est un groupe. Voilà. Par contre, quand je dis Socrate, c'est un personnalité unique. C'est un unique parmi un groupe d'hommes. Parmi un groupe d'hommes. Homme, c'est un groupe. Voilà. Ça, c'est un groupe. Et ça, c'est un unique. Ça, c'est une unique personne. Et là, c'est un groupe. Donc là, je peux mettre appartient ou inclus. Mais dans quel contexte? Mais là, ça veut dire que vous avez pris ceci. Vous avez mis une accolade. Vous avez pris voilà, un ensemble ici. L'ensemble est inclus dans un autre ensemble, effectivement. Et là, on a ça, ça veut dire qu'on a pris un élément de singleton, alors que là, on a pris un singleton d'éléments. C'est pas le même. Là, on a un singleton d'éléments. Et donc, c'est normal que comme on a un ensemble ici, ben, c'est normal que je mette inclus. Voilà, c'est juste ça. Et donc, les conclusions sont les mêmes. Donc, dire appartient, unité appartient à un groupe, ou une unité est inclus dans un groupe. Tout dépend si on part d'un élément de singleton d'élément. Donc, ici, c'est pareil. Hein. Je ne vais pas refaire chaque fois la même musique et vous reprendre l'exemple avec Socrate pour vous dire que soit je peux mettre A appartient à D ou A est inclus à D. Bon, et ça, on peut l'écrire, bien sûr. Vous aurez compris qu'on peut écrire A inclus à D. Bon, ben, moi, ici, je vais suivre moi, une certaine logique. Bon, une certaine logique, bon, je peux mettre l'un ou l'autre. Hein. Bon, je peux mettre un inclus dans. Mais généralement, je mettrai une droite est incluse dans un plan. Bon, une droite est incluse dans un plan. Je peux écrire aussi une droite appartient pour le même raisonnement. D appartient à alpha. Je peux écrire la même chose. Hein. Pourquoi? Parce que là, ça voudrait dire que j'ai. euh, là, ça veut dire quoi? J'ai un ensemble de points inclus dans un ensemble de points, puisque une droite c'est un ensemble de points, et le plan c'est un ensemble de points. Par contre, là, c'est comme si j'avais pris la droite en tant qu'élément, en tant qu'unité. J'ai qu'une seule droite. J'ai un élément qui est une droite. Voilà, je ne prends pas en tant qu'ensemble de points, mais voilà, un singleton. J'ai un élément de singleton qui est une droite. Voilà, c'est une droite. Et cette droite-là appartient à un ensemble de points. Donc c'est normal qu'ici je peux mettre. Voilà, il y a deux écritures possibles pour dire qu'une droite appartient à un plan. Soit en regardant tous les points de la droite, ou soit, là à ce moment ça sera l'inclusion, ou soit une droite prise comme entité, voilà, unique. Et là, elle est inclue dans un groupe qui est le plan. Donc c'est soit. Mais en général, moi ce que je vais écrire, bon, pour éviter toute forme de confusion possible, bon, j'écrirai D est inclus dans le plan alpha, et j'écrirai que le point A appartient, alors qu'on peut écrire aussi autrement. Donc comme ça, vous le savez. Bon, et là, le A appartient au plan. Donc pour moi, j'écrirai dorénavant, une droite est incluse dans un plan, et un point appartient
à une droite, et un point appartient à un plan. Mais ici, comme j'ai un plan, A appartient au plan. Oui, mais ici, A appartient à la droite. Alors, est-ce que j'ai pas été trop vite ici? Si. Parce que oui, il appartient au plan, mais ça, c'est par propriété, par une propriété que je vais aller chercher. Justement, l'astuce, elle est là. La méthode est basée sur une propriété. Parce que, oui, on sait bien que le plan alpha contient D. Ça a été choisi pour qu'il contienne D absolument. Donc, peu importe la direction de alpha, mais en tout cas, il contient D. Bon. Alors, ce qu'on sait aussi, la deuxième chose, c'est que le point de percée, ben, c'est un point de percée de la droite sur un plan. Donc, on sait bien que le point de percée va appartenir à la droite. Donc, j'écrirai quoi? Que A appartient à la droite. Et à partir de là, je vais chercher une propriété qui dit que bon, j'ai vu dans les propriétés, hein, j'ai vu, vous pouvez aller voir la vidéo, je peux vous renvoyer le lien. Elle dit ceci. Je vais l'écrire texto. Elle est basée sur cette propriété-là. Si deux plans ont un point commun, alors ils ont une droite commune. Ils ont une droite commune passant par ce point. Bien sûr, cette droite est leur intersection. On va voir ce que ça... On va analyser un petit peu cette... Bon, je l'ai déjà fait, bon, dans une vidéo. Voilà, c'est la propriété, je crois, numéro... J'avais fait... Il y avait 9 propriétés, je crois. Je me rappelle plus. 8 ou 9, quelque chose comme ça. Bon. Et ça, c'était justement la propriété numéro, si je me souviens bien, c'était la 2 ou la 3, quelque chose comme ça. Je sais plus. Je sais plus. Il faut aller aller voir les propriétés. Ça, à mon avis, c'était peut-être la 2, voire la 2, voire la 3. Il faudra aller voir. Bon. Donc, si deux plans ont un point commun, alors ils ont une droite commune passant par ce point. Alors, voyons voir ça. Si deux plans je suis pas encore sûr si c'est cette propriété-là qu'on va utiliser, mais je vais déjà voir si ça sied au contexte de la recherche de la méthode. Je vais déjà analyser ceci, puis je vous dirai si c'est la bonne propriété qu'il faut prendre ou pas. Donc, si deux plans bon, pi 1, pi 2, deux plans séquents bien sûr, pi 1 inter pi 2 donne une droite qui est D. Alors je pourrais écrire ceci. Hein. Bon, je vais pas recontextualiser voilà, le syllogisme avec voilà, Socrate est mortel, voilà, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Bon, je vais arrêter ce syllogisme, mais vous savez très bien que je peux écrire pi inter pi 2 égale D ou singleton D. Bon, voilà. Bon, j'ai choisi sans mettre les accolades. Alors, si pi 1, pi 2, alors où est D? Ben, D, c'est le point d'intersection ici. C'est l'intersection des deux plans. Donc l'intersection de deux plans ici donne une droite. Alors, si deux plans ont un point commun, alors le point commun ne saurait pas être ici. Hein. Voilà, ni là. Le point commun est situé à l'intersection de deux plans. Vous aurez compris ça. Bon, donc ce point commun que je vais appeler
A appartient à pi 1, A appartient à pi 2. Parce que, bon, c'est un point commun à pi 1, pi 2, donc il appartient à pi 1, pi 2. Mais comme pi 1 inter pi 2, c'est une droite, voilà, pi 1 inter pi 2, c'est une droite, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Conclusion, mais que A appartient obligatoirement à la droite D. La conséquence, c'est que A appartient à D. Parce que on a pi 1, pi 2, l'intersection, ils ont une intersection, on a deux plans séquents, que le point A appartient à l'intersection des deux plans, et comme l'intersection des deux plans, par l'intersection des deux plans passe une droite, ben, comme tout point de la droite appartient à pi 1 et à pi 2, donc A est forcément un point de la droite. Et c'est cette propriété-là, exactement, c'est la propriété numéro 2 ou 3, je crois. À mon avis, c'est la 3. C'est la propriété numéro 3, je crois. Parce que si je me rappelle bien, la propriété numéro 1, c'était si deux points appartiennent à un plan, alors la droite déterminée par ces deux points est dans le plan. Donc, si deux points appartiennent à un plan, ouais, c'était ça. Donc ici, c'est la propriété numéro 3. C'est la propriété 3. Donc, que j'avais développée dans une vidéo. Si vous allez aller voir les propriétés sur la géométrie dans l'espace, géométrie spatiale, vous allez dans la playlist géométrie spatiale, et voilà, vous tapez propriété, propriété, je crois que je sais plus ce que j'avais tapé. Ben voilà, vous pouvez faire une recherche et vous allez tomber sur la vidéo qui donne les propriétés, voilà, de l'espace. Et donc là, c'est la propriété 3. Donc, je vais utiliser cette propriété là, ici, pour dire quoi? Mais que là, on a nécessairement une droite. On a une droite que je vais appeler intersection I. Voilà. Bien sûr, et le A va être sur l'intersection commune des deux plans, alpha et pi. Voilà. Et ça, c'est l'idée. Donc, à ce moment-là, on aura un avant-plan de la droite et un arrière-plan. Et ce qui est arrière-plan, on ne le voit pas. Parce qu'on voilà, on a une partie non visible, si vous voulez. Mais pour mettre la partie non visible, je vais le mettre avec des pointillés. Bon, je ne vais pas le mettre... voilà, je ne vais pas effacer, parce que sinon on ne verrait plus rien. Il faut quand même avoir une trace du prolongement. Et puis après, elle redevient visible, parce qu'on a en arrière-plan. En arrière-plan visible. Il y a l'arrière-plan non visible et l'arrière-plan visible. Bon, ici, ça devient continu parce que c'est l'arrière-plan visible. Et donc, toute cette méthode va être basée sur la propriété numéro 3. Donc, ce qui veut dire que je dois faire transparaître, si vous voulez, cette droite I, intersection, pour chercher le point de percée. Je dois le faire transparaître. Donc, je vais créer d'abord un plan auxiliaire. Un plan auxiliaire qui va bien sûr contenir la droite D. D'ailleurs, c'est ce que j'ai marqué. Voilà. Bon, donc, la propriété, elle est utilisée. Je reviens sur la méthode. Donc, je vais considérer un plan alpha contenant la droite D. Donc, ça, c'est vous qui le choisissez. Pour autant qu'il contienne la droite D, peu importe la direction d'alpha. Alors, ce qui veut dire qu'on vous aurez D inclus dans alpha et A appartenant à la droite. À ce moment-là, d'office va venir se greffer l'intersection des deux plans. On a la deuxième chose, c'est, enfin la deuxième procédure, c'est de rechercher l'intersection des deux plans, du plan auxiliaire et du plan donné. Donc, recherche alors vous savez que ce sera une droite, hein. Recherche de la droite I intersection de, bien sûr, du plan donné et du plan
auxiliaire. Donc j'écrirai I égale alpha inter pi. Alors, donc ça, il faut rechercher la droite I. Donc, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? On a alpha, on a considéré, on a choisi un plan alpha, qu'on appelle un plan auxiliaire, que j'ai mis en rouge. Ensuite, on sait bien qu'on a l'intersection de alpha avec pi, qui donne la droite I, qui est l'intersection, voilà. Et maintenant, je cherche l'intersection de deux droites. C'est plus facile, puisque l'intersection de deux droites donne un plan. Vous savez très bien que maintenant j'ai deux droites de présent. On ne fonctionne pas en termes de plan, mais en termes de droite. Et maintenant je cherche un point, sachant qu'un point est l'intersection de deux droites. Or j'ai deux droites. J'ai deux droites qui seront séquentes. Donc j'aurai des 1, l'intersection de droites est un point que j'appelle A. Et ici c'est le cas. On aura une intersection. On aura l'intersection de D et de I. Alors A appartient bien sûr à la droite D. Mais A appartient à l'intersection. Pourquoi? Parce que A appartient à alpha, A appartient à pi, donc A, c'est la propriété numéro 3, A appartient à I. Le fait d'être un point qui est intersection de deux plans, ben, il fait partie d'une droite, qui est, cette droite est intersection des deux plans. Donc on va parler en termes non plus de plan, mais de droite. J'ai ramené le point A, qui n'est plus vu comme intersection de deux plans, mais comme un point d'une droite qui est intersection de deux plans. Donc on est passé de l'expression de deux plans, d'un point qui fait partie de plan, à un point d'une droite. Mais on sait bien que A étant un point de percée, ben A il appartient à la droite. A appartient à la droite D, mais il appartient aussi à la droite I. Donc ça veut dire qu'on a un point commun qui est A. Donc on a D, ça veut dire que D inter I égale A. D inter I égale A. Donc ce qui veut dire que la méthode, ben, elle est simple. Il suffit ici tout bonnement d'aller chercher l'intersection des deux droites. C'est la troisième. Et vous aurez le point de percée. Donc le 3. Et ce sera une méthode qui est toujours valable. Intersection des deux droites donne le point de percée. Et c'est toujours comme ça. Le tout, c'est de bien choisir son plan auxiliaire. Hein. Bon, l'intersection des deux droites donne le point de percée. Donc, vous avez vu qu'est-ce qu'il fallait faire? 1. Il faut créer un plan auxiliaire. Hein, bon, qui passe par la droite, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, créer un plan auxiliaire contenant la droite D. Puis ensuite, rechercher la droite I intersection du plan donné et du plan auxiliaire. Et 3, aller chercher l'intersection des deux droites. Donc des droites D et I. Hein.
D inter I égale A. Bon, et ça, je l'ai écrit en français, en mathématiques. Ben, je pourrais le faire très vite maintenant. Pour la méthode au niveau mathématique, on considère faire le choix. Alors on a A, non, ici on a ce qu'on appelle un, bon, j'ai la droite D et le plan pi. Première des choses, choisir, soit, je mettrai plutôt, parce qu'ici je mets plus de français, hein, je mets plus de français, donc ça sera soit soit alpha, un plan, c'est un plan. Donc D c'est une droite, pi c'est un plan, soit le plan alpha, alors de telle manière que alpha, qui est un plan auxiliaire alpha, tel que alpha soit inclus dans la droite D. Bon, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, aller rechercher alpha inter pi, l'intersection des deux plans, qui va donner la droite I. Et ensuite, troisièmement, ben, il faut faire juste l'intersection entre la droite D qui est donnée et la droite construite I sur base de l'intersection des deux plans. Eh bien, ceci va me donner tout bonnement le point de percée, et c'est comme ça qu'on recherche le point de percée, et ce sera toujours comme ça. Voilà. Alors maintenant, quand je dis, n'oubliez pas ici que alpha, c'est un plan, et que par définition, un plan peut être décrit par 3 points non alignés. Donc l'astuce, elle est là, il faut aller chercher 3 points non alignés. Quand vous allez créer votre plan, ben, il faut aller chercher 3 points non alignés qui vont former votre plan. Voilà, et à partir de là, bon, vous incluez, bon, enfin, si je me suis trompé, on inclut la droite dans le plan. On inclut la droite. Voilà, je crée alpha de telle manière qu'ils soient inclus. Voilà, et alpha, c'est 3 points non alignés. Et ce sera toujours comme ça. Donc, à partir de là, ben, tout devient facile. C'est la méthode. Et là, c'est la méthode écrite sous forme mathématique. Donc, il y aura à chaque fois 3 étapes. Choix d'un plan. Certains plans, il me semble que certains appellent ça un plan malin. Je crois que j'ai déjà vu ça quelque part. Hein. Bon, certains appellent ça un plan malin. Mais c'est tout bonnement un plan auxiliaire. Voilà. Bon, si vous entendez plan malin, c'est plan auxiliaire. Bon, j'ai déjà cru entendre ça. Bon, je le dis parce que peut-être que c'est, voilà, peut-être que c'est une vague, un vague souvenir d'avoir déjà entendu ça. Bon, si c'est faux, ben vous me direz que c'est faux. Voilà, mais si c'est vrai, ben voilà, c'est parce que si je l'ai déjà entendu, c'est que si je vous le relate, c'est que j'ai déjà entendu. Donc certains appellent ça un plan malin. Bon, mais on appelle ça un plan auxiliaire. Je sais pas pourquoi ils appellent ça un plan malin. D'ailleurs, si on va voir les définitions d'un plan malin, je sais pas si on trouve ça sur Internet. Donc celui qui a appelé ça plan malin, je sais pas pourquoi il a appelé ça. C'est peut-être une façon maligne de ramener un plan pour trouver une solution. Ben, pourquoi pas, mais je ne sais pas s'il existe une définition du plan malin, alors que certains se sont attribués à un vocabulaire, à un mot de vocabulaire pour lequel ils veulent faire, voilà, ils veulent faire une liaison que ce plan malin n'est rien d'autre que le plan auxiliaire ici. Donc, qui est le plan alpha, puisque ça s'appelle un plan auxiliaire. Hein. Bon, maintenant, certains appelleront plan malin. Bon, ils font ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Le but, c'est le vocabulaire, c'est une chose, mais le résultat de trouver le, le- le point de percée, c'est le plus important. Hein. Quand on demande un point de percée, c'est de trouver le point de percée, peu importe le vocabulaire qu'on use. Quoi qu'il faut essayer d'être le plus juste possible, que je l'ai toujours dit avec le vocabulaire. Mais maintenant, si ça peut aider certaines personnes avec un vocabulaire qui est plus simpliste et plus parlant, pourquoi pas. Bon, ça, c'est les mathématiques, c'est surtout de faire comprendre aux gens, enfin comprendre à une assistance ou des personnes en face de soi, par un vocabulaire, s'il est beaucoup plus simple, tant mieux. Hein. Bon, il ne faut pas toujours aller chercher des complications, des abstractions. Les mathématiques ne sont pas que de l'abstraction,
et des complications et des voilà. Non, on peut justement entrevoir la chose pour que ce soit plus vulgarisable et vulgarisé. Et ça, on peut aller chercher des terminologies qui sont, pourquoi pas adaptées par certaines personnes. Quoi qu'on peut même créer son propre vocabulaire, mais à ce moment, il faut se dire que c'est restreint. C'est un vocabulaire qui va rester, je veux dire, voilà, dans un groupe et que ça n'a pas lieu de définition, je veux dire, générale ou prise d'un environnement général, enfin, d'un dictionnaire ou d'un vocabulaire bien précis de mathématiques ou de, voilà, euh, d'un, comment on appelle ça, d'une encyclopédie ou quoi qu'est-ce, voilà. C'est vous qui mettez des mots pour faciliter la tâche à la compréhension. Pourquoi pas? Ça, on peut toujours faire, hein. Si vous appelez plan malin, bon, on se dit oui, c'est un malin, parce que c'est quelque chose de malin, parce que ça vient nous aider pour... pourquoi pas? Ça, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, bon, on appelle ça alpha un plan auxiliaire, parce qu'il n'était pas présent. Puisque le plan pi est le plan donné, et alpha est un plan choisi, créé, de telle manière à faciliter la tâche. Donc, et parfois, le problème ici, je vous explique un petit truc ici, c'est que ici c'est facile. Pourquoi c'est facile? Ben, parce qu'on n'a qu'un seul plan, hein. Vous aurez compris qu'on n'a qu'un seul plan. Mais quand il faudra faire des points de percée, voilà, de deux points qui sont dans des différents plans, je pense par exemple à des solides tels que les tétraèdres ou autres, des prismes, ben voilà, la complication elle devient un peu plus, voilà, devient un peu plus ardue parce que là on n'a pas un point de percée par rapport à un plan. Voilà, on recherche le point de percée dans un plan, mais de deux points contenus dans des plans différents du tétraèdre, et dont le plan de base peut servir, par exemple, comme plan voilà, de percement. Donc, ici, c'est facile parce que c'est la méthode quand on a un plan même. Maintenant, il faut l'adapter à, à des points de percée d'une droite qui percerait un solide dans un plan bien défini, par exemple un plan de base. Donc c'est pour ça que là, il faut aller chercher un plan malin. Il faut, à partir de trois points alignés bien judicieusement choisis, euh, voilà, c'est ça qui va vous permettre de trouver le point de percée en choisissant judicieusement votre plan. Et le plus facile, pas le plus compliqué, parce que parfois il peut y avoir plusieurs plans pour lesquels, bien sûr, il y a plusieurs plans qui va ouais, faire la rotation autour de la droite, mais il faut choisir le meilleur plan. Le problème, il est là. À partir de points de sommet euh, d'un polyèdre, ou voilà, d'un polyèdre, par exemple. Donc, il faut judicieusement choisir son plan, et certains l'appellent plan malin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça, je ne sais pas si ça se trouve en tant que vocabulaire, comme je viens de vous le dire. Je viens de vous relater tout ça en vous disant que je ne sais pas si ça existe. Ben, c'est peut-être un vocabulaire qui a été pris voilà, voilà, dans un groupe. Voilà, on enseignait peut-être les points de percée. Et bon, c'est pour ça que j'ai déjà entendu ça. Plan malin, mais c'est un plan auxiliaire. Je vous remercie.